C'est l'heure des partis pris. Ruth, vous restez autour de la table. Pascal aussi. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Ruth, parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de cri du cœur. Policiers, je vous salue. Vous réagissez à ce qui s'est passé ces derniers jours, à 2 reprises où des policiers ont été agressés, et vous voulez leur rendre hommage. En fait, je veux rendre hommage ce soir aux policiers qui vont embrasser leurs enfants avant de les coucher et qui se demandent s'ils ne seront pas à l'hôpital demain soir. Et pourtant, ils ne seront pas sur la frontière ukrainienne ou à Gaza ou sur aucun front de guerre. Ils seront face à des centaines d'enragés, Black Bloc, qui n'ont d'autre but que de détruire et semer le chaos. Ces policiers, il faut les remercier à l'avance. Car ils vont permettre aux manifestants de défiler dans le calme et de faire entendre leurs revendications. Ils vont aussi protéger les simples citoyens et leurs biens qui seront attaqués par les voyous qui viennent s'agréger au cortège et détourner l'attention sur leur violence au lieu de laisser les Français entendre les slogans des manifestants. Ce soir, la préfecture a déjà averti que plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de casseurs sont dans la capitale et dans le reste de la France. Et ils menacent de mener des opérations coup de poing contre, je cite le préfet Nunez, des marqueurs du capitalisme, des symboles de l'autorité publique ou des établissements assimilés au gouvernement israélien, décidément. Ces policiers, ils ont, je sais, des méthodes qui ont été contestées. Le débat a été très brûlant pendant les Gilets jaunes. Et je crois que depuis l'arrivée du préfet Nunez, il y a un changement dans la doctrine du maintien de l'ordre et il met l'accent de façon beaucoup plus claire sur la prévention. Par exemple, des contrôles et des fouilles vont être effectués demain en amont du parcours pour tenter d'intercepter les groupuscules armés. La DGSI, les renseignements, sont mobilisés pour arrêter des fichiers S et tenter de récupérer des potentiels lieux de rendez-vous des groupuscules. Donc, il y aura tout qui sera fait pour éviter qu'il y ait des provocations policières, comme le disent les manifestants ou les Black Blocs. Évidemment, le risque de bavure existe. La semaine dernière, une enquête a été ouverte sur un jet de grenade lacrymogène policier sur un restaurant au Châtelet le jour du 10 septembre. Mais je veux saluer ces policiers-là. Et je vous en parle parce que vous l'évoquiez. Parce que le contexte est particulièrement difficile. Un policier de la BAC a été sauvagement agressé à Tourcoing le 12 septembre dernier et son agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux alors qu'il intervenait pour protéger une jeune victime de harcèlement et pour un vol de trottinette. Pour cela, 5 adolescents ont été mis en examen. 2 jours plus tard, à Reims, 7 policiers ont été agressés et même lynchés par une dizaine de personnes alors qu'ils prenaient un verre entre eux en dehors de leurs heures de service. Donc tous les jours, ces policiers donnent de leur personne pour nous protéger. Ils ne sont pas sans défaut, comme tout un chacun, mais ils honorent la République en prenant des risques et je veux les reconnaître clairement ce soir. Pascal Abnous. Oui, écoutez, il y a quelque chose, vous savez, quand vous regardez, les policiers sont surtout appelés pour les violences conjugales. C'est les premiers à se présenter au domicile quand il y a un appel pour les violences conjugales. Qu'il y ait, comme dans toute corporation, des gens qui soient des mauvaises personnes, c'est logique, c'est une question de pourcentage, ça existe même chez les avocats. Vous trouvez des gens pas convenables, chez les journalistes, partout. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas un seul groupe de travail, une seule corporation qui soit que des saints. Le fait qu'on les ait déshumanisés à ce point-là, les policiers, et que moi je trouve que ces images, on a vu des policiers en civil se faire lyncher, peut-être que ça a fait tilt à certaines personnes qui se sont rendues compte que derrière l'uniforme, il y avait des êtres humains. Et que ça, on a quand même du mal, parce que les policiers sont vraiment, à chaque fois qu'on en parle, c'est pour dire, les policiers méritent tous la mort, et ça, c'est désespérant. 1000 casseurs attendus à Paris, 8000 casseurs attendus dans toute la France. C'est énorme. Non, moi j'aime la police, comme j'aime les magistrats, j'aime l'ordre juste, et je trouve que la République les protège mal. Ouais. L'État est l'employeur des policiers nationaux, et l'État les protège mal aujourd'hui, comme parfois d'ailleurs, dans une relation complexe, les magistrats les protègent mal également. C'est ce que, vous savez, vous vous rappelez de la formule de Montesquieu, un bon État est un État bien policé. Mais la bonne police, c'est celle que nous avons en France, qui est toujours républicaine, qui a pour objectif de ne jamais tuer et de ne pas blesser quand c'est possible. Vous gardez la parole, Pascal. Ce qui est rare dans le monde. Voilà.
Et j'espère qu'on n'aura pas trop à en reparler demain soir. Oui, exactement. J'espère aussi. On peut l'espérer. Vous gardez la parole, votre parti pris économique. Comment la colère diffuse qu'on sent dans l'opinion se matérialise dans les rayons des supermarchés? Ouais, c'est tout à fait passionnant. Alors, il y a un prix visible, hein, je vais répondre à votre question, mais il y a un prix visible et calculable. Vous savez quel est le chiffre d'affaires de la France? Je parle de chiffre d'affaires. En fait, c'est la valeur créée chaque jour. C'est de l'ordre de 8 milliards d'euros. Si demain, puisqu'on parle de ça, si demain vous avez 10% qui sont escamotés, c'est 800 millions d'euros qu'on perdra. Si c'est 20%, ce qui est d'ailleurs un peu plus probable, c'est 1,6 milliard et ce sont des pertes qui ne sont pas rattrapables. Mais la colère, on la voit aussi en effet dans les rayons des supermarchés. J'ai passé un petit moment au téléphone ce matin avec un des patrons de la distribution, Dominique Schulcher, qui dirige un groupement de magasins indépendants. Ce sont des coopérateurs, Système U, et nous avons évoqué les perspectives de consommation, comment s'était passé l'été, notamment on a fait le point, et j'ai cherché à lui demander comment s'était manifesté le sentiment d'insécurité économique des agents économiques, des Français, et comment notamment les magasins, pourquoi Système U est très intéressant, parce qu'ils sont installés sur des zones qui sont des zones de vacances, sur toute la côte atlantique notamment, vous savez, c'est le bassin historique, le fondateur a créé son premier magasin dans cette région, et puis l'enseigne a prospéré, elle est très puissante, on va dire, grosso modo du nord jusqu'au Pays Basque. Et donc, la règle, me dit Dominique Schulcher, jusqu'à présent, pour nos consommateurs, c'était pique-nique le midi, c'est-à-dire qu'on voyait les clients qui venaient dans les magasins et le soir, on les perdait parce qu'ils allaient au restaurant. Eh bien, cette année, c'était pique-nique et pique-nique. C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement des centres de consommation et la grande distribution, c'est un peu contre-intuitif, a enregistré de très beaux résultats cet été. C'est ce que m'a confirmé cet après-midi d'ailleurs Yves Puget, qui est le patron de LSA Magazine, Libre Service Actualité, qui est le journal spécialiste, si vous voulez, de la consommation, qui me dit attention aux effets en trompe-l'œil. Toutefois, il prend un tout petit peu de réserve. Il dit en dépit des vacances qui ont été placées sous le signe d'une forme de rigueur, si vous voulez, la tendance à la consommation depuis le début de l'année en quantité, alors en volume si vous voulez, et en valeur, a plutôt augmenté. Mais il me dit, il ajoute ça, et je crois que c'est essentiel. L'opinion, les Français, les consommateurs n'ont toujours pas digéré les chocs d'inflation que nous avons subis. Il y a eu un choc d'inflation avec le Covid, il y a eu un choc d'inflation avec la crise ukrainienne, et la vérité, si j'ai bien compris, c'est que les stratégies d'achat, qui ne sont pas les habitudes de consommation, les stratégies d'achat ont évolué. Concrètement, comment ça se traduit? Le patron de Système U me dit, par exemple, l'essentiel du budget des ménages aujourd'hui, enfin dans ces magasins, je pense que c'est la même chose chez Intermarché, le patron Thierry Cotillard dit il y a un recul de la consommation dans ces points de vente. L'essentiel du budget des ménages, c'est la consommation alimentaire. Et ce qu'on appelle le DPH, alors c'est droguerie, parfumerie, hygiène, est en très net recul. Alors qu'est-ce que c'est que le DPH? On achète moins de savon alors? C'est les savons, c'est les shampoings, mais c'est aussi l'utilisation de tous les produits du quotidien dans la maison. C'est l'hygiène de l'individu, des habitants, si vous voulez, et l'hygiène des maisons. Ça va de la brosse à dents donc jusqu'au détergent. Le chiffre d'affaires dans ce domaine est en recul. Mais, et c'est là que je vois que les stratégies d'achat ont complètement changé, quand je regarde les résultats publiés par Action, qui est un super discounter, les résultats explosent pour ces mêmes catégories. Conclusion, ça veut dire qu'il y a un déplacement de la consommation. Les consommateurs vont dans les grands magasins, dans les enseignes historiques pour remplir le caddie, pour remplir le frigo ou le placard. Mais quand il s'agit d'achats qui sont des achats un peu plus valorisés, peut-être que la loi d'Escrozaille, vous vous rappelez de cette loi qui a réduit les promotions sur le DPH notamment, y est pour quelque chose. Quand il s'agit d'achats qui sont non alimentaires, en réalité, les consommateurs vont chercher ailleurs et sont des chasseurs de prix. Le vrai phénomène, donc, c'est, de mon point de vue, la fragmentation de la consommation aujourd'hui, c'est-à-dire que les enseignes doivent s'interroger, notamment les enseignes historiques, sur le non alimentaire.
le non alimentaire, c'est ce que je viens de citer, mais c'est aussi la vente de l'électroménager, du petit électroménager de la maison, c'est la vente du jardinage, des pièces auto, etc., de tout ce qui concerne l'équipement de l'automobile. Les consommateurs ont changé et le modèle économique de ces hypermarchés devra lui aussi probablement évoluer. Abnouz, votre parti pris international, ça fait longtemps que vous suivez de près le régime ultra-conservateur, illibéral d'Orban en Hongrie. Et là, vous avez décelé une expérience de préférence locale. Et maintenant, la préférence locale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout nouveau. C'était le 11 juin dernier. Le Parlement hongrois a adopté une loi sur la protection de l'identité locale. Et ça va vite, puisqu'elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Et donne aux municipalités le pouvoir de contrôler qui peut s'installer sur son territoire. Selon le gouvernement Orban, cette loi vise à protéger les communautés locales contre, je cite, les niveaux incontrôlés d'immigration interne et d'acquisition immobilière à des fins d'investissement. L'objectif déclaré donc est d'empêcher que ces mouvements, je cite encore, ne perturbent l'équilibre entre la population locale et les nouveaux arrivants, altérant le caractère des communautés et transformer les modes de vie locaux. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'immigration. Voilà, donc là, on parle des mouvements internes. Attendez, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc l'idée, c'est que quand vous voulez vous installer, vous voulez quelqu'un d'extérieur, veut s'installer dans une ville hongroise, eh bien, le bien qu'il veut acheter doit d'abord être soumis à la mairie et à des entreprises qui dépendent de la mairie, ensuite aux résidents de cette ville, le plus voisin de ce bien, qui habitent là depuis au moins 5 ans, eux n'en veulent pas, on élargit jusqu'à arriver à ceux qui vivent limitrophes de la ville, mais qui sont installés depuis 5 ans. Eh bien, c'est ultra restrictif. On demande l'avis de chacun avant un déménagement. Voilà, on demande, on dit, est-ce que vous voulez l'acheter ? Priorité aux habitants depuis au minimum 5 ans. D'accord. Après, il n'y a pas que ça. Dans la loi, il y a aussi une idée, c'est d'imposer une taxe de peuplement. Alors, j'ai beau y chercher, c'est pas grand-chose. Alors, ça permet aux municipalités d'exiger des engagements d'intérêt public, vous voyez, pour permettre, en gros, de financer la ville, d'y participer, comme à des projets communautaires, ou des cautions. Et alors là, j'ai beau y chercher, j'ai tout à coup compris que ces cautions, en gros, c'était une manière de se débarrasser des chômeurs et de gens qui n'avaient pas assez d'argent en disant on veut élever le niveau de la ville. C'est ça, un peu, l'idée de la loi. C'est on choisit un peu, c'est comme un peu les villes, là, c'est devenu très à la mode des États-Unis, ces espèces de grandes résidences qui ressemblent quasi à des villes où les plus de 55 ans veulent y vivre sans famille et sans enfants. C'est un peu le même principe. Nous, on veut vivre avec que des Hongrois qui ont de l'argent. C'est l'idée. Alors, quand je regarde la loi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, je vois que dans la presse, on commence à s'agiter, c'est que il n'y a rien qui est imposé au niveau national, c'est les municipalités qui décident, et que j'ai beau y regarder, cette loi est tellement floue que je ne sais même pas comment elle peut être appliquée. D'ailleurs, dans la presse hongroise qui s'agite encore librement, je me demande vraiment comment elle peut être appliquée. Il y a une ville qui est Pilis, qui est au fin fond de la Hongrie et qui sert un peu de vitrine. Alors, je ne suis même pas sûre que ce soit de l'expérimentation, parce que, pardon, avec tout le respect que je dois aux habitants de Pilis, qui a envie de s'installer à Pilis, je pense pas qu'il y ait une queue de gens qui se disent, tiens, si on allait tous s'installer à Pilis et prendre la place, vous voyez, c'est assez loin de Budapest, enfin, ouais, mais c'est la vitrine. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, la méthode d'Orban, c'est de crier très fort. Mais en fait, quand on gratte, et qu'on regarde, vous avez parlé d'immigration, et ben, je suis allée gratter, moi. L'immigration, vous savez, Orban, pour lui, l'identité hongroise, les valeurs occidentales, ça se résume à dire stop immigration. Eh bien, figurez-vous que depuis juillet 2024, près de 100 000 ressortissants étrangers sont employés en Hongrie, qui compte 9,6 millions d'habitants, dont 80% proviennent de pays tiers hors UE, en majorité des Serbes et des Ukrainiens, 16 000 Vietnamiens et 10 000 Philippins. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, je vous ai parlé de ressortissants étrangers, ça c'est interdit, on doit parler de travailleurs invités, pour éviter de prononcer le mot immigration. Donc, il combat l'immigration, la preuve, c'est des travailleurs invités. Et il a même dit devant le Parlement, c'est que l'objectif assumé, c'est 500 000 travailleurs invités d'ici 2026. Et là, c'est intéressant, c'est quand on regarde ces chiffres, proportionnellement au reste de l'Europe, de l'Ouest, qu'Orban passe son temps à fustiger en disant mais votre laxisme est scandaleux. Il a plus d'immigrés que nous tous réunis. Oui, parce qu'il y a 9,6 millions d'habitants. Oui. Et on va arriver à 500 000. Mais pourquoi ? Parce que depuis 2023, 700 000 Hongrois ont quitté la Hongrie.
parce qu'il n'y a pas de travail, parce que les lois liberticides, parce que de moins en moins de liberté. Beaucoup. Et donc, il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des Serbes, des Ukrainiens, des Philippins, des Vietnamiens et même quelques Indiens pour travailler dans des industries de pointe. Mais c'est de l'immigration strictement choisie, entre guillemets. Strictement choisie, à 500 000, ça fait quand même... On n'est pas dans l'immigration ultra contrôlée. Et c'est ça qui est intéressant avec Orban. Vous savez, je pense qu'on a une mauvaise tactique. C'est qu'au lieu, quand on le présente comme le grand méchant fasciste de l'Europe, c'est, comme vous l'avez dit, un ultra-conservateur. C'est quelqu'un qui crie très très fort dans ses discours. Mais moi, je pense qu'il faut aller gratter. C'est comme sa loi contre les lois anti-LGBT votées en 2021 et l'interdiction de la Gay Pride, là, en juillet. Le résultat, ça a été quoi? C'est que le 28 juin 2025, entre 100 000 et 200 000 personnes ont participé à la 30e édition de la Budapest Pride. C'était pas juste des LGBT, c'était toute l'opposition à Orban, ce qu'on a fait la plus grande manifestation anti-gouvernementale, anti-Orban, depuis qu'il est au pouvoir, qui fait quand même quasiment une vingtaine d'années, ce qui est énorme. Donc, ce que je vois, moi, c'est que le pouvoir citoyen est toujours là, qu'au lieu de se concentrer sur les aboiements d'Orban, lui fermer le clapet, c'est ce genre de manifestation, c'est qu'il faut notre travail, c'est aussi d'aller gratter derrière et de voir derrière ces grands mots qui prennent toute la place, concrètement sur le terrain, il se passe quoi? Et là, la dérision, rien que ce que je viens de faire, de dire non, lui qui dit toujours je fais ce que je dis, c'est faux. Sa loi d'identité locale, ça va être juste une petite vitrine et il n'y a rien. Je ne sais même pas comment les municipalités peuvent pouvoir appliquer ça parce que la loi est creuse et vide, sauf cette ville qui va servir de vitrine. L'immigration, il en a besoin comme tout le monde dont ils vont venir. Et c'est le loi LGBT, il n'y a même pas eu un seul blessé parce que qu'est-ce que vous voulez faire contre 200 000 personnes qui vous disent non? Pas grand-chose. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.